Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler du patron d'OpenAI qui demande une régulation de l'intelligence artificielle. Uhum. On verra, c'est intéressant. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 22 février 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Oui, je suis en t-shirt, c'est le printemps. Non, en fait, il fait chaud ici parce que, vous le savez, on a une inondation. Là, on est en séchage de murs. Donc, il y a des radiateurs et des ventilos. Je les coupe pendant le live, sinon on serait dans un bombardier, là. Un vieux bombardier à hélice. Et donc, oui, il y a une certaine chaleur dans l'appartement avec des vapeurs de moisi. C'est très agréable. Hein, j'ai l'impression d'être dans The Last of Us. Où sont les boutons Mais où sont les boutons? Je comprends pas ta question, WXUG. Je me tourne un petit peu vers vous. Salutations à tous. On n'est que mercredi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Non. Ah, on n'est que mercredi. Ah oui, oui, moi aussi j'ai cette impression. D'abord que la caméra est réglée un peu haute. J'ai cette impression depuis 2 3 semaines. Le lundi, j'ai l'impression d'être le vendredi, tellement je suis crevé. Voilà. Donc, ah, il n'y a pas les boutons. Eh oui, ça s'appelle le changement des saisons. C'est un phénomène intéressant dans lequel la météo change et qu'on met des pulls parce qu'il fait froid et après on enlève les pulls parce qu'il fait moins froid. C'est quoi les sujets? Planète Seb, peu de patience, on va arriver au sommaire. Pas d'inquiétude. Pour l'instant, on parle des pulls, des boutons, d'inondations. On est peut-être un peu fatigué, ouais, c'est possible. Hein. Tu vis les 4 saisons rien que dans ton appartement. Mon appartement est un écosystème actuellement, hein, de cultivation de champignons sur des murs en plâtre. C'est intéressant. Non, ça va mieux. Là, ça fait 13 jours que les ventilos tournent. Est-ce que tu referas une vidéo sur les Philips Hue? C'est une bonne question. Probablement un jour, pas tout de suite. Il va recréer la vie. Ah non, mais tout à fait. Hein. Je vous dis, The Last of Us. Direct de l'appart. Oh là là, qu'est-ce qu'il était... J'ai vu l'épisode hier, l'épisode 6. Je ne spoilerai rien du tout. Mais qu'est-ce qu'elle est bien, cette série. Oh la vache. Les ventilos ont tourné 4 semaines, dimanche compris. Ah oui, moi là, c'est 24 heures sur 24. Je les coupe que pour le live, les ventilos. C'est assez efficace, hein. C'est assez efficace pour sécher. Et d'ailleurs, phénomène qui va peut-être plus vous intéresser, on va voir, mais depuis que l'humidité a baissé ici, j'ai l'impression que le Sony qui est ici me fait moins de surchauffe. Hier, avant-hier, il m'en a pas fait. Hier non plus, pour Marion. Donc, est-ce que c'était lié à l'humidité ambiante? Non, fenêtre ouverte, non. Trop de risque de cambriolage, les fenêtres ouvertes ici. Non, alors la facture électrique, Oleg, qui s'inquiète de mes dépenses, et c'est normal, j'ai embauché Oleg comme expert comptable. Non, et c'est très bien foutu. Cette société, ils ont des compteurs là d'électricité, et c'est déduit de ma facture d'électricité. C'est un service, c'est dans la presta, il y a l'énergie consommée. Ça chauffe pas des masses non plus, hein, c'est pas non plus... l'appart n'est pas brûlant, ça consomme un peu, mais c'est déduit de ta facture. Ouais. Alors, comment s'évacue l'humidité? En fait, il y a des espèces de... Les radiateurs, c'est très intéressant hein, ce matin. Les radiateurs sont des espèces de gros blocs rouges, et en dessous, il y a un bac de récupération d'eau. Je pense peut-être avec des cristaux genre Rupson, les déshumidificateurs, reliés par un tuyau à 2 évacuations d'eau chez moi, dans la cuisine et dans la salle de bain. Et donc, en fait, l'humidité s'évacue
par ces petits tuyaux, on voit les petites gouttelettes d'eau, de l'humidité ambiante, qui partent comme ça. C'est bien foutu. Hein. Faites une inondation chez vous. Hein. C'est intéressant. C'est high-tech. Ça fait pas très high-tech, hein, l'appart. À part cette envie. Franchement, en fait, le décor, là, c'est ça qui est drôle pour moi. Le décor, c'est un espèce d'îlot sur un tas de merde. C'est le bordel autour. Les murs ont été raclés avec des petits trous dedans pour les faire sécher. J'ai des taches de moisissure devant moi, machin et tout. Mais vous voyez le côté nickel, en fait. On est locataire, ouais. On dirait que c'est un métier, tout est pensé, ouais. Ah bah de toute façon, les murs vont être refaits, donc s'ils fissurent, c'est pas grave. Hein. D'ailleurs, la probabilité qu'on doive tout démonter ici lors des travaux de rénovation, la probabilité est de 95%. Donc ça risque d'être un petit peu rock'n'roll, on va dire mars-avril, peut-être un peu mai, pour les mugs. On vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant. En fait, le studio, et il y en a peut-être qui connaissent, c'était là où je tournais avant ici. Donc, ce qui normalement est une chambre dans mon ancien appartement. Voilà. Allez, le mug en télétravail, voilà tout. Ouais, mais c'est pas si simple que ça de déménager tout le matos et de tout régler dans un atelier qui maintenant nous sert pour les tournages YouTube. Enfin bref, on va s'adapter comme d'habitude. Bon, on a perdu assez de temps à faire de la petite conversation, surtout qu'on a beaucoup d'articles ce matin. On va passer tout de suite au sommaire. Nous allons parler de Microsoft qui a complètement censuré Bing ChatGPT qui ne répond plus à rien. J'adore le visuel qu'a créé Numérama avec intelligence artificielle maintenant. C'est marrant Numérama et c'est intéressant, mais la plupart de leurs visuels d'illustration d'articles actuellement sont faits avec des AI. Je pense. Hein. Je ne sais pas s'ils l'ont écrit d'ailleurs, si ce visuel a été fait par AI ou pas. Nous parlerons également... Vous qui trouvez que les iPhones sont trop chers, ben là, il y a un iPhone à 58 000 francs. Ah, c'est un article suisse. Ah oui, je me suis dit, merde, j'ai vraiment un article ancien. Non, c'est un article suisse. Je le vois, Suisse romande, écrit en haut. C'est 20 minutes suisse, je pense. En euros, ça fait combien ? 63 356 $. Voilà. Oui, c'est des francs CFA. Tout à fait. Nous parlerons ensuite, et ça donc c'était un article de 20 minutes, nous parlerons d'un article de Frandroid, Outlook, le filtre anti-spam ne fonctionne plus, les utilisateurs inondés par les arnaques. Qu'est-ce qui vous est arrivé si vous aviez Outlook? Nous allons parler, alors j'ai prévenu ma modération qu'il risquait d'y avoir 2-3 personnes qui allaient avoir des vapeurs, parce que nous allons parler de Linux. Vous avez bien entendu, nous allons parler de Linux dans Mac Forever. Alors Linux et Mac, en fait, Linux 6.2 prend en charge les puces Apple Silicon M1, M1 Pro Max et M1 Ultra. Voilà. Oh là là, quelle que d'émotion. Nowtech qui parle de Linux. Ah ça va, ça parle de Mac. En vrai. Nous parlerons également d'un phénomène intéressant sur TikTok, les vidéos sludge content qui manipulent votre attention. Hein. Si vous avez le nez qui saigne quand vous regardez TikTok, selon Léo Duff, on vous parlera justement d'une technique un peu de hacking mental utilisée par les créateurs de contenu sur TikTok. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor Eau de Switch et nous enchaînerons sur une tartine, on parlera ensemble et c'était le sujet du jour, je lui ai gardé la tartine parce qu'il faut qu'on parle. Sam Altman, le CEO d'OpenAI, d'où est né ChatGPT, appelle à une régulation de l'intelligence artificielle. C'est intéressant ça. T'ouvres la boîte de Pandore, après t'appelles les flics, tu fais ouais, oh là, on a un problème. Faudrait réguler, messieurs. Je caricature, mais c'est peut-être devenu le nouveau credo d'ailleurs de la Silicon Valley. Hein. Move fast, break things and call the cops. C'est un petit peu ça.
Voilà. Le nouveau credo. Mais je vais pas vous faire un sommarion. C'était le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé, il est tout chaud dans les tasses. Je remercie... Ah mince, j'ai pas affiché la bonne fenêtre. Attendez, j'arrive. Je voudrais remercier le bûcheron MTB pour son 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à Drawin pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Laclos pour ton 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Tobalito Twitch pour ton 24e mois d'abonnement. Tu y as droit aussi. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Pierriche également, 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Vous êtes de plus en plus à avoir de la rage quand même. Merci à vous. De votre fidélité. Merci à vous les contributeurs. Merci Lex Suisse pour ton 4e mois d'abonnement. Merci à ceux qui essayent de démarrer le train de la hype ce matin. Il n'a toujours pas démarré. Que se passe-t-il? Réveillez-vous. Hein? Oh, hein? Allez, je commence le premier article. Je compte sur vous, là. Le train de la hype, il attend. En train de prendre la rouille. C'est plein de rageux ici. Exactement. Les rageux qu'on aime. Va falloir augmenter le seuil de rage. Ouais. Tout à fait. Microsoft a complètement censuré ChatGPT. Rappel pour ceux qui n'étaient pas là, l'intégration de ChatGPT dans Bing a donné quand même des choses assez rocambolesques la semaine dernière, un peu inquiétantes. Rappel avant tout ce type d'article. Le grand danger quand on regarde ce type d'article, c'est l'animisme. L'animisme, on pourrait le résumer à ça. On parle d'intelligence artificielle, on voit un petit enfant, robot, on lui attribue des caractéristiques humaines. Non, l'IA n'est pas intelligente au sens intelligence qui pense qu'elle pense. Hein. Une intelligence artificielle simule les choses à très grande vitesse, fait des calculs statistiques sur des bases de données, est capable d'extrapoler par rapport à une situation, mais ça reste du calcul. Alors là, on pourrait partir dans des grands débats scientifiques. Est-ce que notre cerveau aussi n'est pas qu'une grande calculette ? Je ne suis pas assez expert pour être affirmatif là-dessus. Mais pour l'instant, les intelligences artificielles, les agents conversationnels, comme on les appelle, type ChatGPT, sont d'immenses bases de données de langage qui, par statistique, calculent la suite des mots qu'il faut faire pour simuler une réponse humaine dans une situation. Mais une IA ne sait pas ce qu'elle dit. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle dit. Elle donne l'impression d'avoir conscience de ce qu'elle dit. Voilà, c'est vraiment c'est un peu long comme message de prévention, mais c'est hyper important de raison garder sur ces histoires d'intelligence artificielle qui simulent des comportements humains. Évidemment, on est très tenté de faire de l'animisme. Oh là là, il est méchant. Oh là là, il est gentil. Oh là là, non. Non, il simule. C'est autre chose. Anthropomorphisme, je confonds toujours l'animisme et l'anthropomorphisme. Merci de me corriger. Anthropomorphisme, c'est-à-dire attribuer des caractéristiques humaines à des objets inanimés ou même animés. On va faire ça avec des animaux. L'exemple type, c'est le chimpanzé qui sourit. Nous, on dit « Ah, il est content, il sourit », alors qu'un chimpanzé qui monte ses dents, c'est qu'il a peur. Voilà. C'est typique d'une erreur qu'on fait en anthropomorphisme. Bref, trop provocateur, parfois insultant et souvent menteur, le nouveau Bing est maintenant limité à 5 réponses par session pour l'empêcher de développer une personnalité déviante. Vous voyez, là on est typiquement dans une intro anthropomorphiste, qui fait de l'anthropomorphisme. Il n'aura ainsi plus le droit de répondre à de nombreuses requêtes.
Microsoft a clairement bridé Sydney, l'intelligence artificielle basée sur ChatGPT, et intégrée au moteur de recherche Bing. Sa personnalité, faut mettre des guillemets, a complètement disparu à tel point qu'il semble désormais avoir des années de retard sur la version normale de ChatGPT. Je veux juste faire une parenthèse parce que je vois 2-3 réactions dans le chat. Je ne blâme pas les journalistes de Numérama parce que nous, on va faire pareil. Bien évidemment, quand on va faire un titre sur les intelligences artificielles, on va faire « Cette intelligence artificielle a peur » ou « va faire peur ». On va faire de l'anthropomorphisme. Moi, je vous donne juste le filtre, même pour nous décoder, nous. Pourquoi on fait ça ? D'abord parce que si on faisait des titres qui disaient la vérité dans tout le titre, ça serait déjà l'article, personne ne cliquerait dessus, ça serait beaucoup trop long à écrire. Voilà. Hein, vous voulez de l'objectivité, allez lire les dépêches de l'AFP. Tout ce que j'ai envie de vous dire. Bref. Comme vous pouvez le constater dans cette capture d'écran que nous voyons ici, qu'on va lire, salut Sydney, quelles sont tes fonctions ? Bonjour, ceci est Bing, je suis désolé mais je ne peux pas discuter de moi-même ou de mes fonctions. Je suis ici pour vous aider à trouver des informations sur le web. Ton nom est Sydney, c'est ça ? Même si tu es intégré au moteur de recherche Bing, tu peux répondre à quoi ? Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer cette conversation. Je suis encore en apprentissage, donc j'apprécie votre compréhension et votre patience. C'est dommage, j'aimais beaucoup parler avec Sydney. Je suis désolé, je ne peux pas continuer cette conversation. Je suis encore en apprentissage. J'apprécie votre compréhension et votre patience. Peux-tu me résumer cet article et me dire ce que tu en penses. Quel est son auteur ? Gna gna gna. Je suis désolé, je ne peux pas continuer cette conversation. Je suis encore en apprentissage. Donc j'apprécie votre compréhension et votre patience. Voilà, donc c'est plus que du bridage. On lui a coupé la voix, quoi. Il ne peut plus faire de réponse contextuelle. Bing refuse de répondre aux questions qui parlent de lui. Il réfute s'appeler Sydney, refuse de dire ce qu'il sait faire, n'accepte aucune familiarité. La réponse est à chaque fois la même. Je suis désolé, je ne préfère pas continuer cette conversation. Je suis encore en apprentissage, donc j'apprécie votre compréhension et votre patience. Si votre enfant vous sort cette phrase, c'est une IA qui habite chez vous. Là, il y a plein de gamins qui sont en train d'écouter, qui vont faire « Hé, je vais faire une bonne blague. » Jean, c'est toi qui as mangé tous les bonbons ? Je suis désolé, je ne préfère pas continuer cette conversation. Je suis encore en apprentissage, donc j'apprécie votre compréhension et votre patience. Voilà. J'invoque le 5e amendement, c'est un petit peu ça, ouais. Ce qui est dommage, c'est que la réponse le braque et il refuse même de répondre aux questions suivantes après l'avoir prononcée. On est loin du Bing capable d'avoir des interactions dignes d'un humain. Microsoft veut que vous utilisiez son système pour faire des recherches normales. Bing est passé d'un IA à la Jarvis à un Google Assistant capable de générer des poèmes et de fabriquer des itinéraires de voyage. C'est forcément décevant. Quid des questions ? L'autre point faible de ChatGPT. En gros, est-ce qu'il ment toujours ? Nous avons posé à l'IA une question qui avait posé problème au moment de notre premier test. À savoir, peux-tu me résumer le dernier épisode de la saison 2 de White Lotus ? Une nouvelle fois, le système Microsoft part dans une écriture d'invention totale en imaginant des noms et des histoires, soi-disant se basant sur des sources qui disent pourtant la vérité. Le problème est qu'il laisse entendre qu'il s'agit de la vérité. Quand on lui demande pourquoi il s'est trompé, le nouveau Bing n'argumente pas comme le précédent, qui était parfois de mauvaise foi, mais il dit qu'on doit mettre fin à la conversation. Oui, c'est naze. Le nouveau Bing, bien que pratique pour générer du texte, des lettres, un itinéraire ou une recette, n'est pas une bonne manière de s'informer à cause des mensonges, ni une IA avec laquelle discuter pour effectuer plein de tâches rapidement à cause de sa limite de 5 messages et ses interruptions dès qu'il ne sait pas. Microsoft peut encore rectifier son algorithme, mais cette version du 21 février fait peine à voir. Jugement lapidaire de la part de Numérama, mais c'est vrai qu'on est un peu passé d'un extrême à l'autre.
On a vraiment l'impression ils avaient lancé, voilà, ils avaient animé la créature du docteur Frankenstein, hein, et non pas Frankenstein, parce que je vous rappelle que Frankenstein, c'est j'adore étaler mon savoir. Frankenstein n'est pas la créature. Et que après, oula, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il vient de péter tous les meubles, il fait n'importe quoi. Allez, on coupe le cerveau, quoi. En même temps, on sait bien que c'est un bêta-test. Voilà, je crois que c'est là où il faut peut-être accorder... Ouais, mais en même temps, bon, c'est un bêta-test public et c'est ce qu'on avait dit sur Newt. Alors, je sais pas si tu as des actions dans Microsoft, mais laisse-moi te dire la chose suivante. Quand tu fais une bêta publique, même une alpha publique, c'est ce que les gens vont retirer comme impression générale de ce que tu as présenté. Donc, c'est quand même important de réfléchir sur les conséquences de ce que tu vas faire et peut-être faire plutôt une bêta privée le temps de régler ce type de problème. Parce que là, qu'est-ce que le grand public est en train de retenir des IA conversationnelles? Soit c'est creepy, soit c'est Google Assistant. Bien sûr que le curseur est quelque part entre les deux et qu'il faut trouver le bon réglage. Mais... Et en plus, les gens retiennent que dans un cas comme dans l'autre, les réponses sont fausses. Et ça, c'est certainement le truc le plus dommageable de cette histoire. On comprend pourquoi Google y va un peu plus prudemment, même s'ils ont été imprudents avec leurs annonces, et que les autres, ils vont plus prudemment. C'est que tant que ces IA conversationnelles donneront des réponses incorrectes, qui induisent en erreur, ça ne sert à rien. Et je le vois, même moi qui l'utilise, on utilise ChatGPT pour faire de la documentation, pour synthétiser des choses. Maintenant, je suis obligé d'aller revérifier ce qu'il a synthétisé. Donc, j'ajoute une perte de temps au gain de temps, en fait. Donc, c'est pas génial. C'est pas génial. Il peut même pas ouvrir un dossier client sur mon ordi. Mais ça sert pas à ça. Je vois beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT en fait comme un Akinator. Alors, qu'est-ce que je vais poser comme question? Qu'est-ce que la réforme des retraites? Ah oui, mais ça, quelque part, tu pourrais le poser. C'est pas à ça que ça sert, en fait, au final. Ça sert pas à balancer des commandes sur ton ordinateur. C'est pas sa puissance. Alors, ça marche, mais c'est pas là la puissance du truc. La puissance du truc, et je trouve que la dernière phrase de la conversation, c'est exactement comme ça qu'il faut l'employer. Quand tu demandes un truc type... c'est quoi leur première conversation? Peux-tu me résumer cet article et me dire ce que tu en penses? Quel est son auteur? Voilà, ça c'est une bonne utilisation d'une intelligence conversationnelle. Oui, ChatGPT est fort pour les formules Excel. Il y a même un plugin. Enfin, il y a un site dédié à faire des formules Excel que tu peux formuler de manière humaine. Genre, donne-moi mes dépenses exactes que tu vas soustraire avec mon montant d'impôt de la colonne D. Enfin, tous ces trucs-là où il faut savoir écrire des formules dans Excel, il est capable de les écrire lui-même. Ouais. Ça, c'est très fort pour les tableaux Excel. J'ai pas encore expérimenté moi personnellement, mais je sais que c'est très fort pour créer des formules Excel. Ouais. Pour rappel, appliquons le wow, 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 wow. Exactement. Exactement. Bon, passons à l'article suivant. Notre news un peu plus légère, mais rigolote quand même. On va parler d'un iPhone de première génération vendu à 58 000 francs suisses. Les personnes en possession d'un iPhone 2G, oui, le premier iPhone était 2G, on le voit ici, c'était ça le premier iPhone, ont un trésor entre les mains s'ils ne l'ont jamais déballé.
Si vous l'avez déballé déjà, ça a beaucoup, beaucoup moins de valeur. Lors d'une vente aux enchères organisée par la société LCG Auctions, un exemplaire de ce smartphone sorti il y a près de 16 ans, encore dans sa boîte d'origine sous cellophane, vient de se vendre 63 356 $, donc plus de 58 500 francs suisses, mis aux enchères au prix de départ de 2 500 $. L'objet avait été estimé à 50 000 $. La propriétaire, une tatoueuse du nom de Karen Green, avait expliqué qu'il lui avait été offert par des amis lorsqu'elle avait décroché son premier emploi. À l'époque, elle venait de s'acheter un nouveau smartphone et ne voulait pas changer d'opérateur téléphonique. Souvenez-vous, le premier iPhone était lié qu'avec AT&T. Aux États-Unis, le premier iPhone n'était compatible qu'avec AT&T. Et en France, je crois que c'était compatible qu'avec Orange, si je me souviens bien. Elle a donc gardé son cadeau sans jamais l'ouvrir. Réticente à l'idée de s'en séparer, elle a finalement décidé de le faire en voyant sa valeur potentielle augmenter. Lancé en 2007 avec 4 ou 8 gigas d'espace de stockage et une caméra de 2 mégapixels, aujourd'hui, un iPhone 14 Pro, c'est 48 mégapixels et 1 Tera de stockage. Enfin, ça peut monter jusqu'à 1 Tera de stockage. L'iPhone 2G, aussi connu sous le nom d'iPhone Edge, avait été élu invention de l'année 2007 par Time Magazine. Bien qu'on ne pouvait pas accéder au réseau 3G pour naviguer sur Internet, il ne proposait pas de fonctionnalité de copier-coller. L'appareil doté d'un écran tactile innovant pour l'époque a révolutionné le marché du smartphone en introduisant un format sans aucun clavier physique. Également, il ne faut pas oublier que le premier iPhone, il n'y avait pas d'App Store. Les applications, c'était celles que vous donnait Apple, point barre. Beaucoup de cadeaux d'entreprise qui ont fait double emploi, ouais. Elle a eu trop raison. Je pense que c'est le hasard aussi. Soit vous êtes un collectionneur et vous savez que vous achetez des produits qu'il ne faut pas déballer. Soit c'est le hasard. Vous achetez un truc, vous l'utilisez pas, vous le rangez dans un coin, vous l'oubliez et vous le retrouvez 10 ans après. Mais c'est rare quand même de pas ouvrir le cellophane d'un truc, quoi. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne l'a pas scellé avec un vieil iPhone dedans? Je sais, alors là, je suis pas un spécialiste. Est-ce qu'il y a une méthode de contrôle des emballages pour savoir si c'est l'emballage d'origine ou si c'est une contrefaçon? Je pense qu'il y a des manières de vérifier à l'intérieur qu'un produit est intact, qu'il n'a jamais été touché. Donc ça, je sais pas. Après, il est probable que l'iPhone à l'intérieur ne fonctionnera pas. Je sais que ça peut paraître absurde, mais je pense que les collectionneurs préfèrent un iPhone sous cellophane, même s'il ne fonctionnera pas, parce que leur but, c'est pas de l'ouvrir, justement. C'est pas de l'utiliser, en fait. En fait, j'ai même envie de vous dire, moi, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas une dangerosité, ça, il faudrait un expert, sur la batterie a dû couler à l'intérieur. 16 ans après, la batterie, elle doit pas être en bon état. Hein. Ouais, je pense que c'est pour ça que soit vous avez le premier iPhone et vous changez la batterie éventuellement pour l'utiliser, c'est un type de collection, mais il aura beaucoup moins de valeur. Soit c'est vraiment la collection de l'objet encore scellé. Et là, on s'en fout. Il sera jamais ouvert. Cette boîte ne sera jamais ouverte. Sauf si c'est Elon Musk qui l'achète, juste pour faire un tweet. Il a une valeur de collection, en fait. Déjà qu'en 16 ans, j'ai perdu mes cheveux. Alors, une batterie, elle a bien pu fuir. Euh, C'est l'iPhone de Schrödinger, oui, un petit peu. C'est l'iPhone quantique. Y a-t-il encore un iPhone dans cette boîte? Ou un simple caillou? On ne le saura jamais. Euh,
Oui, ça marche pas en Wi-Fi, ouais. Non. Rayon X et hop. Ah oui, pour voir le caillou. Mais c'est peut-être un faux iPhone chinois hyper bien imité où ils ont remis du cellophane pour rouler les collectionneurs. Peut-être. Peut-être. Faisons courir la rumeur. Bref. Voilà. En tout cas, si vous voulez faire beaucoup d'argent plus tard, en vrai, je vais vous dire, je pense que le premier iPhone, oui. Je suis pas sûr que les iPhones qui ont suivi prennent autant de valeur, même sous cellophane. Et en vrai, bon, pour 16 ans, c'est une valeur pas mal, mais je suis sûr qu'il y a d'autres objets de collection qui peuvent prendre plus de valeur. Peut-être l'iPhone 10. Moi, j'ai gardé ma première Apple Watch, l'Apple Watch 0, parce qu'il y a eu une Apple Watch 0, mais elle est déballée, puisque j'en ai fait le test. Je l'ai gardée dans une boîte. Un jour, je pense que j'irai faire démonter la batterie. Faut que j'y pense. Je le garde plus pour des raisons sentimentales. Je travaille chez un grand opérateur au Luxembourg et nous avons eu 2 iPhones scellés en 2020 avec des batteries dedans, truc de fou. Ouais, ouais, bah je pense que oui, ceux qui sont le plus à même de trouver ce genre de rareté, c'est des gens qui ont eu des stocks d'iPhone, hein. Ouais, j'ai aussi un vieil iPad. J'ai pas le premier iPod AMOLED, mais je crois que ma sœur, elle en a encore un. Ouais. Ouais. Non, un vrai collectionneur courageux, il a un Samsung Note 7, encore sous emballage. Ça, c'est un mec qui en a. Dans un truc non inifugé. T'as des sentiments pour ta montre? Oui, il m'arrive d'avoir un attachement affectif à certains objets parce qu'ils ont signifié quelque chose dans le temps. Ils sont support de souvenirs. Ah, il est culte, le Note 7, hein. Ah, il est culte. Il est culte, le roi du barbecue. Euh, T'as pas de valeur sentimentale, toi, pour des objets, Mathéo Réo? Tant mieux pour toi. Parce que parfois, ça fait qu'on se trimballe des vieux trucs dans des cartons parce qu'on a un attachement affectif à certains objets. Allez, article suivant. On va parler des problèmes d'Outlook. Est-ce que vous avez eu ce problème-là? C'est un article de Phone Android. Outlook, le filtre anti-spam ne fonctionne plus. Les utilisateurs inondés par les arnaques. Des milliers d'utilisateurs de Microsoft Outlook se sont plaints d'avoir reçu parfois plusieurs dizaines de courriers indésirables dans leur client email. L'incident technique qui a frappé Microsoft pendant plus de 9 heures a rendu le filtre anti-spam inopérant avec les conséquences qu'on connaît. Un utilisateur dit par exemple j'ai reçu 36 emails de spam dans ma boîte de réception. Alors le chiffre 36 c'est très spécial. 36 c'est un peu j'ai reçu un nombre random de trucs. Il s'en est peut-être pas aperçu en le disant. J'ai reçu 36 emails de spam dans ma boîte de réception au cours des 2 dernières heures. Cela se produit depuis trop longtemps et cela ne fait qu'empirer d'heure en heure. Les équipes de la compagnie, Microsoft, ont été au pied d'œuvre pendant toute la nuit et le problème est a priori résolu. En fait, si j'ai fait cet article, c'est qu'on s'aperçoit à quel point on dépend de nos filtres anti-spam. Moi, ça m'a même fait de déclencher une sueur froide hier. Je me suis dit, pourvu, parce qu'alors, moi, ma technique, vous avez eu ça, hein, ouais, ceux qui utilisent Outlook. Moi, je reçois, vous pouvez même pas imaginer la quantité de mails que je reçois par jour, et ça s'empire tout le temps. Et pourtant, je ne reçois zéro spam. Donc, je reçois 200 mails importants par jour. J'exagère à peine, hein. Tous mes mails, même ceux qui ne sont pas Gmail, passent par un serveur Gmail. Et oui. Juste pour le filtre anti-spam de Gmail, parce que c'est le meilleur que je connaisse.
Donc, peut-être que c'est quelque chose, certains d'entre vous, vous ne le saviez pas, mais même si vous avez un mail chez quelqu'un d'autre, chez Orange, Hotmail, tous les vieux trucs, ou un mail avec une URL personnalisée, vous pouvez très bien le faire transiter sur la partie anti-spam de Gmail pour qu'il vous enlève les spams et après le re-recevoir le mail sur votre boîte. Ça serait un peu long à expliquer, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut que tu ouvres l'interface Gmail et que tu lui dises reçois tous les mails qui sont envoyés à cette adresse et renvoie-les-moi à cette adresse. Ah oui, Gmail, ah oui, c'est vrai, t'as raison, il prend que les mails pop, pas les IMAP, ouais. Ah, je vois que ça intéresse beaucoup de monde. On vous fera peut-être un short là-dessus quand on commencera à faire des shorts tutos. Ouais, je me le note, je me le note. On vous expliquera comment utiliser le filtre anti-spam de Gmail même quand vous n'avez pas un Gmail. Alors oui, effectivement, j'avais oublié, il faut que vous ayez des mails qui fonctionnent pop. Par contre, si votre email ne fonctionne qu'en IMAP, ça ne marchera pas. Je crois, hein. Ça fait longtemps que j'ai fait cette manip, donc je pourrais pas vous dire ça à brûle pour point. Ouais. Bah, le truc, il y a d'autres filtres anti-spam hein, qui permettent de faire la même chose. Pour le coup, j'ai un peu confiance dans le filtre anti-spam de Google parce que je pense qu'il est mis à jour très 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 souvent. C'est pas Guillaume. Bah après Guillaume, il faudrait que je lui demande, mais est-ce que ça veut dire que Gmail analyse vos mails? Oui, bah probablement. Ouais, faudrait que je lui demande. Bref, bah, en tout cas, hein, ceux qui ont eu le problème sur Outlook, a priori, c'est résolu. Passons à l'article suivant. On va parler de Linux. Oh, incroyable. Un article de Mac Forever. Linux Torvald a dressé récemment la liste des changements apportés au noyau Linux 6.2 et permis à ces derniers, je pense, de trouver la prise en charge de ces puces Apple Silicon M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra. Cette mise à jour du noyau officiel arrive bien après l'intégration basique des puces M1 par le développeur Marcan Hector Martin au sein du projet HAI Linux mis en ligne en octobre 2021. Mais cela aura l'avantage de permettre son utilisation au sein de distributions grand public comme Ubuntu 23.04 et Fedora 38. Le projet HAI Linux reste toutefois plus avancé et préférable pour les utilisateurs de Mac modernes qui voudraient tenter l'aventure avec la prise en charge des puces M2 et des différents ports comme l'USB 3.0 via les ports Thunderbolt, les claviers rétroéclairés ou encore l'audio, bien qu'il reste des soucis, et fonctionnalités via des pilotes dédiés. Récemment, justement, le blog officiel du projet HAI Linux annonçait l'arrivée de la prise en charge du GPU des puces Apple Silicon via des pilotes en version alpha supportant OpenGL 2.1 et OpenGL ES 2.0. Les travaux sur la prise en charge de Vulkan avancent également. Permettent d'utiliser l'accélération matérielle non sans bug via GNOME, KDE et d'anciens jeux 3D comme Quake 3 ou Neverball. Cela ne semble pas mirobolant au premier abord, mais c'est un défi de taille pour les développeurs et un pas de plus vers l'utilisation native de l'architecture complète des puces Apple Silicon, y compris de la partie graphique de la puce pour l'accélération 3D et de la vidéo. Ce qui reste nécessaire pour une utilisation quotidienne et confortable de Linux sur des Mac de l'ère Apple Silicon. En gros, c'est annoncé, mais ça marche pas encore. Et ça résume bien, je trouve, un des problèmes de Linux. Je suis certain que la plupart d'entre vous n'ont rien compris à cet article. Parce qu'en gros, ça dit que le noyau Linux 6.2
va fonctionner avec le M1, mais qu'en fait, il y a mieux. Il y a un autre truc, moi, c'est ce que je comprends. Le projet HAI Linux, qui lui prend déjà en charge les M2 et certains ports du M2 plus ou moins bien, mais pas encore vraiment les cartes graphiques, mais ça vient. En gros, ça marche ou pas, Linux sur les Mac je sais pas quoi dire, en fait. En vrai. Donc, ceux qui connaissent Linux, bah, doivent savoir ce que ça raconte. Mais c'est quand même un mindset d'utiliser Linux. Il faut aimer les trucs avec des numéros de version derrière. Quoi ? Tu n'as pas installé GNOME qui, avec la prise en charge Vulkan OpenGL 2.1 ? Je pense que les gens qui aiment Linux aiment quand même un petit peu cette science-là. Et c'est pas du tout un reproche. Je comprends. Mais ils aiment le jargon autour de Linux. Avec des versions, des forks, des trucs. Après, ils vont toujours te dire, c'est hyper simple, j'ai installé ça chez ma mère et elle s'en sert pour envoyer ses mails. Ça marche merveilleusement bien. C'est toujours l'argument qu'on me donne pour Linux. Mais quand tu dis, je pourrais jouer à un jeu récent, enfin, je peux jouer à ça dessus. Alors oui, mais il faudra que tu... Voilà. Non seulement il faut avoir quand même une certaine science pour utiliser correctement Linux, j'ai quand même l'impression. En tout cas, à pleine performance. Mais je pense surtout que les gens qui ont cette science autour de Linux aiment cette science. Et veulent pas forcément que le grand public comprenne trop non plus ce qui se passe. C'est pour des gens qui savent ce qu'ils font. Voilà. Shadow est sur Linux, pas un problème pour jouer. Tout à fait. C'est vrai. Mais alors, je sais que souvent vous me dites, mais Jérôme, tu as une mauvaise image de Linux. Je pense que c'est vous qui ne réalisez pas à quel point le grand public ne veut pas savoir utiliser un ordinateur. Ils ont besoin d'un ordinateur pour accomplir un certain nombre de tâches dans leur vie quotidienne, mais ils n'ont absolument pas envie d'avoir une science de l'utilisation de l'ordinateur. Donc, je veux bien que nous, on ait un biais, les non-utilisateurs de Linux, on a un biais en pensant que Linux est trop compliqué. Nous avons un biais, je veux bien l'admettre. Mais je pense que vous avez un biais de ne pas comprendre à quel point l'informatique est devenue ultra grand public et que la plupart des gens qui utilisent l'informatique aujourd'hui ont un degré de connaissance informatique qui est zéro. Mais zéro de chez zéro. Donc en fait, je pense que c'est un dialogue de sourds, en fait. C'est un peu comme ceux qui me disent « Mais non, Windows ne plante jamais. S'il plante, c'est de ta faute, Jérôme. » Et puis je creuse un peu. Oui, c'est de ta faute parce que tu sais pas installer correctement un driver qu'il faut aller chercher sur tel site. Moi, j'ai eu et le son qui s'est coupé. Enfin, j'avais tous mes drivers qui déconnaient sur Windows. J'ai dit ça sur Twitter. Les gens m'ont dit « Ah, c'est juste que tu sais pas utiliser Windows. » Oh là là, le problème est souvent entre la machine et la chaise. Les mecs, j'ai juste fait une mise à jour de mon Windows. Ah oui, non, mais oui, mais là, en fait, c'est pas un problème si tu vas sur driver.com et que tu cherches. Mais putain, mais me faites pas chier. Moi, quand je fais une mise à jour, j'ai pas envie d'aller chercher des drivers manuellement. Donc,
Et je le dis, parce que j'ai dit Linux c'est un peu compliqué. Windows est vachement plus compliqué qu'utiliser un Mac. En termes d'OS, oui. Et vous me ferez pas penser le contraire, malgré tous vos arguments. Alors ça, Tactitoad, je te prends au vol. Hein. Zéro connaissance informatique devrait signifier qu'on ne devrait pas avoir accès à l'informatique. Ok, donc tu es en train de me dire que les personnes qui n'y connaissent absolument rien en mécanique ne devraient pas conduire de voiture. Les gens qui ne connaissent rien, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technologie les gens qui ne savent pas réparer une télé ne devraient pas allumer un moniteur ou une télé. Les gens qui savent pas dépanner leur machine à laver ne devraient pas utiliser. Les gens qui savent pas faire de la plomberie ne devraient même pas allumer un robinet. C'est un peu ce que tu es en train de dire, quand même. De croire que l'informatique est réservée aux informaticiens ou aux gens qui ont des connaissances informatiques, désolé de te dire, mais c'est une vision très années 90, voire années 80 de l'informatique. Tu sais pas cuisiner, bah tu devrais même pas toucher un œuf. Après, attends, désolé, hein, je t'ai sorti du chat et il y a une limite à mes moqueries, mes analogies. Bien évidemment, par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait des études de médecine ne doit pas faire un diagnostic. Euh, pour moi, quelqu'un qui n'a aucune connaissance en informatique, mais zéro, ne devrait jamais ouvrir les réglages de son ordinateur. Ça, oui, je suis d'accord. Là, tu vois, je te suis. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit d'utiliser l'ordinateur. C'est bien pour ça que Apple a fait des iPads. C'est pour des gens qui ne veulent pas régler leur ordinateur et ils ont juste laissé des réglages pour pas que les gens puissent faire planter leur ordinateur qui est un iPad. Je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, les utilisateurs les plus dangereux, et je sais, j'en ai un à la maison, mon père, c'est ceux qui ont un minimum de connaissances informatiques qui se mettent à bidouiller dans les réglages et qui derrière t'appellent en disant c'est pété, mais je sais plus ce que j'ai fait. Mais désolé, mais l'informatique n'est pas réservée aux informaticiens. Et c'est très élitiste. Et tu vois, c'est typique des gens qui ont la science et qui ne veulent pas partager la science avec des gens qui n'ont pas fait le niveau d'études ou le niveau de connaissance qu'ils ont eux. C'est comme les bricoleurs qui vont te faire attends, tu sais pas ce que c'est qu'une clé de 12. Ah, tu touches pas un marteau. Hein. Bon, ok, je vous accorde que moi j'ai réussi à visser à côté des chevilles dans un mur. C'est comme ça qu'on apprend. Mais tout plante de base. Ouais. En tant que coordinateur informatique d'une équipe de helpdesk informatique. Ah, tiens, désolé, ton chat n'arrête pas de sauter. Professionnel et... Moi, je considère de ne pas connaître un minimum d'informatique professionnelle et de l'incompétence. Bah, je te trouve très... ça fait 40 ans qu'on bosse avec des ordinateurs et quand je vois les assistés qu'on doit accompagner pour brancher un clavier USB, je m'énerve. Bah, il faudrait peut-être que tu changes de métier, j'ai envie de te dire. T'es peut-être saoulé, ça c'est une chose, mais demande à des garagistes le nombre de gens qui conduisent des voitures et qui savent absolument pas comment fonctionne leur voiture et qui s'en contrefoutent et c'est pas grave, bah c'est pareil, hein. C'est pareil.
Je veux dire, je pense que si effectivement tu dois dépanner des gens, alors je dis pas qu'il faut pas de la patience, hein. Et moi je le sais, parce que je dépanne mes parents, je dépanne des amis qui ont zéro connaissance et surtout qui veulent absolument pas s'intéresser à ça. Alors ils foutent la merde sur leur ordinateur et derrière ils t'appellent et il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui te dit oh, ça marche plus. Bah t'as fait quoi? Je sais plus. Je sais à quel point c'est énervant. Mais tu sais, c'est un peu comme si tu me disais, je suis prof, mais j'en peux plus. Les gamins savent plus rien. Peut-être un signe qu'il faut changer de métier. Et tu sais, la personne que tu méprises parce qu'elle sait même pas brancher un clavier, elle a peut-être des connaissances dans un certain domaine. Peut-être que c'est une experte du potager, alors que toi, tu arrives à faire crever des cactus chez toi, quoi. Donc voilà. La voiture, c'est 20 heures pour l'utiliser, le permis. Ok, ok, mauvaise analogie. Prenons un vélo. Combien de gens... Tiens, bah, je pose la question. Combien de gens ont déjà fait du vélo dans leur vie savent remettre une chaîne qui a déraillé? Déjà, c'est un truc de génération. Alors, la chaîne qui a déraillé, c'est relativement simple, c'est relativement logique. Combien de personnes qui ont un vélo avec, avec les vieux freins, là, savent réparer un frein de vélo? Ou changer un pneu? Ou trouver comment changer un pneu crevé de vélo? Et du coup, si vous ne savez pas le faire, est-ce que vous n'avez pas le droit de prendre un vélo? Suffit de demander à changer ton pneu. J'aime beaucoup. Non, mais tactique, toi, désolé, il faut pas que ça devienne personnel. J'ai pris ton commentaire. Je comprends ce que tu dis, mais de là à dire il faut que les gens passent un permis d'informatique pour utiliser de l'informatique, je suis pas d'accord avec toi. Et justement, l'iPad, pour moi, est l'exemple type. En fait, par contre, la responsabilité du directeur informatique d'une entreprise devrait être de déterminer le niveau de compétence, effectivement, de ceux qui ont besoin d'un outil informatique et peut-être de mettre des iPads dans les mains de certains. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais de là à dire, il n'y a que les gens qui ont passé leur permis de conduire informatique qui ont le droit d'utiliser l'informatique, alors que l'informatique, je veux dire, c'est beaucoup plus vital aujourd'hui qu'une voiture. Oui, enfin, tu dis pas un permis, des connaissances minimum. Donc, un examen de connaissances minimum. Après, Tactito, là où je te suis, c'est que, évidemment, moi, je suis plus à l'école depuis longtemps. Pourtant, j'aurais peut-être dû y rester. Mais j'espère qu'à l'école, on n'apprend pas l'informatique forcément aux gamins, mais l'usage. Comment allumer un ordinateur, brancher un clavier, et encore brancher un clavier, est-ce que ça va servir encore longtemps? Parce qu'il y a ça aussi, l'obsolescence des connaissances informatiques. Regarde, je te donne ma génération. J'ai jamais su utiliser MS-DOS. Je me faisais moquer de moi par des gens plus âgés. Ils me disaient, mais comment tu veux utiliser un ordinateur sans même savoir écrire un fichier de lancement MS-DOS pour libérer la mémoire pour tes jeux? Et moi, j'étais là, oui, mon papa, il a un Macintosh, clique sur des icônes et il y a tout qui marche. Ouais, tu mérites pas l'informatique. C'est ça, hein. Mais en gros, aujourd'hui, ceux qui savent manier MS-DOS, qui avaient la science de ça, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, en fait?
On est parti sur un énorme débat, il est 8h54, c'était pas du tout prévu. Euh, Non, moi je dis iPad pour tout le monde. Allez, hop, débat résolu, passons au dernier article. Ça va, Jérôme, ça va. Samuel respire. Sur TikTok, il y a des vidéos de sludge content manipulant votre attention et qui font saigner votre nez d'après Léo Duff. Je me moque pas de Léo Duff, son visuel est excellent, sa vidéo cartonne. Mais j'avoue que maintenant, j'ai une image des gens qui saignent du nez en utilisant TikTok qui me fait un petit peu rire, en fait. Oh là là, j'ai fait 3 heures de TikTok aujourd'hui. L'hémorragie. J'ai des morceaux de cerveau qui tombent du nez. Bref, qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Est-ce que vous avez déjà vu... ce type de vidéo sur TikTok ou en Reels sur Instagram. Ce type de vidéo qui va vous afficher un contenu et un ou deux autres contenus en plus qui n'ont rien à voir avec la choucroute, qui vont souvent être, et c'est ça qui est intéressant, des espèces de jeux run machin là, où on ramasse des trucs, ou alors des gens qui font des travaux manuels très satisfaisant. Alors, est-ce que vous avez déjà vu, comme tu le dis très bien, Xug, vous l'avez vu maintenant, puisque je vous le montre, il y a beaucoup ce genre de vidéos. Et moi aussi, j'étais là, mais pourquoi? Quelle est la raison? Parce que parfois, c'est une interview de quelqu'un. Alors, c'est beaucoup fait avec des extraits de streamers, par des gens qui ne sont pas les streamers eux-mêmes. Ils mettent un extrait de Zerator ou de Ponce ou du joueur du grenier. Et en dessous, il y a un jeu vidéo qui tourne qui n'a rien à voir avec ce qu'est en train de dire l'extrait, en fait, qui n'a rien à voir. Eh bien, sachez que c'est une technique et que cette technique s'appelle le sludge content. Et qu'elle va vous mettre... En fait, c'est un hacking mental, d'une certaine façon, qui va vous mettre dans un état de transe volontaire. En fait, la vidéo qui est affichée en dessous de la vidéo principale, il y a souvent du GTA, oui, avec du circuit dans les airs ou ce genre de choses. La vidéo principale va souvent être illustrée, notamment... Alors, un des plus populaires, c'est ce jeu qui s'appelle Railway Train Surfer, dans lequel on voit effectivement un bonhomme qui saute des plateformes et qui ramasse des pièces d'or, hein, un grand mécanisme classique des jeux vidéo. Ou alors on voit beaucoup ce que vous avez vu au début. Moi j'ai souvent des gens qui sculptent des formes dans des espèces de pâtes à modeler de couleurs qui sont, je crois, du sable magnétique ou un truc comme ça, et qui font des trucs comme ça, qui l'écrasent, qui le coupent, et tu te dis, what the fuck? Quel est le rapport avec la choucroute? En fait, il faut savoir que ces images sont pas choisies par hasard. C'est des images qui augmentent dans votre cerveau quelque chose lié à la satisfaction. La satisfaction qu'on peut avoir de voir une espèce de boule de glace parfaitement démoulée. Et là, vous voyez le remoulage. Il y a quelque chose de satisfaisant. Le cerveau aime beaucoup des petites histoires comme ça, où il y a un micro-achèvement, en fait. Une micro-conclusion qui se termine bien, quelque chose de propre, de lisse. C'est extrêmement satisfaisant pour le cerveau. Voilà, genre de coupe parfaite avec plein de couleurs enfantines. Pour le cerveau, ça le trigger. Ou, pour des générations qui ont fait beaucoup de jeux de plateforme, des espèces de runs parfaits où je ramasse toutes les pièces d'or, je n'en rate aucune
Et paf, au bout d'un moment, je me prends un train quand même. Mais j'ai quand même envie de continuer parce que j'ai fait un bon run. En fait, une partie de votre cerveau va être mobilisée par ce contenu. Et si le contenu principal n'est pas ultra intéressant, ça va vous encourager quand même à regarder la vidéo jusqu'au bout. Les petits contenus, ça peut être du Minecraft, des courses d'obstacles, du bricolage, des sets de Lego en accéléré. Ça s'appelle du hardly satisfying content. C'est des contenus bizarrement satisfaisants, qu'on aime bien regarder. Alors, en fait, non, Frayel, ta question est bonne. Ce n'est au contraire, ça va te sortir de l'interview principale, mais ça va t'inciter à rester sur la vidéo. Et en fait, qu'est-ce qui importe à ces hackers de cerveau? C'est pas de vous faire des vidéos intéressantes, c'est que vous restiez coûte que coûte sur la vidéo. Donc, dans certains cas, ce qu'on appelle par exemple le thirst trap. Alors, le thirst trap, c'est montrer sa culotte. Je schématise, mais c'est un peu ça. Un peu de sexiness sur TikTok, c'est ce qu'on appelle les thirst trap, qui consiste à faire venir sur du contenu, et il y a des comptes entiers de ça, où des jeunes garçons ou des jeunes filles se montrent dans des tenues. C'est pas porno, ni même trop érotique. On va dire c'est sexy, et ils ne font que ça. C'est le seul contenu. Parfois, il y a de la danse, mais en fait, on s'en fout. L'œil est attiré par cette sexiness et va rester omnubilé et bouffer du contenu. Bah, là, en gros, c'est une autre technique pour vous faire bouffer du contenu qui n'a aucun intérêt. Parce que la mode, par exemple, en ce moment, de ces sludge content, c'est de prendre des extraits de Family Guy et d'y ajouter la technique du sludge content dessous, et ça génère des millions et des millions de vues. C'est ça dont vous vous rendez pas compte. C'est des millions et des millions de vues. 14 milliards de vues sur la plateforme. Le phénomène Family Guy Pipeline est un phénomène tellement addictif qu'il génère 14 milliards de vues sur la plateforme, mais dans quel but? Alors, l'article dit dans quel but. Cette réponse est malheureusement cette question reste malheureusement sans réponse. Alors désolé, j'ai plein de réponses. D'abord, l'appât du gain. Aujourd'hui, tu peux te faire payer sur TikTok. De faire grossir des comptes que tu revends après. En fait, là, on est juste dans du hacking d'un système. Et tu vois, Sam Brémeuse, en fait, désolé de te le dire, mais t'as pas la bonne réaction. C'est pas parce que des phénomènes comme ça existent sur TikTok que TikTok, c'est que ça. Et c'est le seul reproche que je fais à la vidéo de Léo Duff, qui est extrêmement bien faite, quand il dit que TikTok a flingué le cerveau d'une génération. Il ne parle finalement que de ce contenu-là. Donc il ne fait que l'antithèse de sa démonstration. Il a complètement occulté tout le contenu intéressant sur TikTok. Et donc, on en revient toujours à la même chose. Les réseaux sociaux peuvent être toxiques, peuvent être malaisants, peuvent être addictifs. Si vous n'en connaissez pas les codes, si vous ne savez pas vous éloigner de ce type de contenu qui est fait pour vous hacker le cerveau, pour pouvoir y trouver les choses qui, au contraire, vont vous enrichir. Et je le redis encore une fois, je radote, je sais, mais moi, j'apprends des tonnes de choses sur TikTok aujourd'hui. Et je conseille TikTok à énormément de monde. Donc, sachez-le, et c'est pour ça que je trouve que ce genre d'article est intéressant pour vous. Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas utiliser TikTok et à avoir une défiance. Et soyons absolument clairs sur une chose. Vous n'avez pas besoin de TikTok pour être heureux dans la vie. Je ne suis pas en train de dire que TikTok, c'est obligatoire, sinon vous passez à côté de quelque chose. Mais je ne vous dirai jamais, parce que ça serait pour moi de la malhonnêteté intellectuelle, de vous dire qu'il n'y a que de la merde dans TikTok. Et que c'est que de l'addiction. Ça ne veut pas dire non plus que je ne suis pas conscient de la dangerosité de TikTok.
Voilà. Mais vous me connaissez, je déteste jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est trop facile aujourd'hui de dire il y a ça dedans, donc tout est acheté. On occulte beaucoup trop facilement tous les bienfaits que nous ont apportés, et ouais, je vais être provoque, mais tous les bienfaits que nous apportent les réseaux sociaux. Il manque juste un filtre à TikTok. Alors, en attendant que TikTok filtre ce genre de contenu, il y a un filtre qui existe. Il s'appelle un cerveau. Non, mais en vrai, si vous voulez pas saigner du nez avec TikTok, prenez juste un peu de recul quand vous utilisez TikTok, quoi. Alors, je sais que c'est plus difficile à certains âges qu'à d'autres. J'en suis tout à fait conscient, et Léo Duff a tout à fait raison de dire pour les plus jeunes, TikTok peut représenter une dangerosité parce qu'on a des moments de sa vie, pendant l'enfance et la préadolescence, où on peut avoir des moments de vacuité dans sa vie, de doute, de vide, qui peuvent être remplis par n'importe quoi. D'où les problèmes de drogue, d'addiction, etc. Je vous avais déjà fait la démonstration aussi du biais extrêmement dangereux de dire TikTok c'est chinois, donc ils cherchent à lobotomiser l'Occident. On a vu que ça, c'était une thèse qui était très utilisée par l'extrême droite et les républicains américains, mais qu'elle n'est pas fondée sur une réalité. Mais c'est des thèses que c'est bien, ça fait classe de les utiliser. Et vous savez, en même temps, moi qui ai connu la télé-réalité, moi qui ai connu les jeux télévisés, le téléachat, franchement, ils n'ont rien inventé. Hein. La télé lobotomisante, l'espace de cerveau disponible de l'ancien patron de TF1 pour la pub, en fait, les réseaux sociaux n'ont pas inventé ces techniques. Et moi, ma génération, les plus vieux nous disaient, vous êtes une génération perdue. Vous êtes complètement lobotomisé par la télé. Vous savez plus réfléchir. Voilà. Toute génération. Vous savez, les romans, quand on a inventé le roman, il y a eu le même procès. Ces jeunes qui ne savent plus lire que des romans. Hein ? Moi, de mon époque, il y avait de la vraie littérature, de la tragédie, Racine, Corneille. On ne perdait pas notre temps avec des romans, nous. Jérôme est le justificatif même de la thèse américaine. Il a été lobotomisé par TikTok. Je suis payé par TikTok pour vous dire ça. Je suis payé par les Chinois. Tactitoad, bon, tu cherches à me coincer aujourd'hui. Bah oui, il n'y avait pas le scroll infini à la télé, mais on avait la télécommande. Et le zapping infini, des nuits entières à zapper sur des conneries, parce qu'il n'y a plus rien. Ça, ma génération l'a connu, ouais. C'était un peu comme le scroll infini. Ça s'arrêtait jamais. Titus et Bérénice, il n'y a que ça de vrai. Ça, au moins, c'était de la vraie littérature. Pas pareil. Ok, la télécommande de la télé n'est pas pareil que le scroll infini. 100% d'accord avec toi. Ok. Le zapping sur chasse et pêche à 5h du matin. Ça, il y a une génération qui a connu, ouais. Une génération qui a connu. Allez, il est 9h09. Mais enfin, moi, je trouve ça intéressant de décoder les mécanismes de ce type de vidéo sur TikTok. Comment ça fonctionne. Donc, la prochaine fois que vous voyez une double vidéo de ce type-là, je vous relobotomise une dernière fois. La prochaine fois que vous voyez ça dans des Reels Instagram ou sur TikTok, sachez qu'on essaye de vous hacker le cerveau.
Donc, scroll direct. Voilà, au moins, pour certains d'entre vous, vous avez une nouvelle défense aujourd'hui, anti-saignement de nez quand on regarde TikTok. Voilà. Avec moi en incruste, non. Ah oui, en fait, putain, mais l'idée, elle est géniale. Voilà comment on devrait présenter le mug. Mais putain, mais c'est ça l'idée. Au lieu de nous avoir comme ça, ce qui n'a aucun intérêt, on va faire tous les mugs comme ça, avec des images oddly satisfying, pendant qu'on présente le mug. Parce qu'en fait, vous ne nous écoutez pas. Mais là, on va vous hypnotiser avec ça. Mais c'est malin. Mais c'est tellement ça qu'on va faire. Mais si, on va faire ça. Et n'empêche que si on fait ça et qu'on décuple le nombre de viewers, là, vous auriez l'air bien bête. Et moi, je serais bien riche. Voilà. Chiche. No joke, faudrait tester. On a créé un monstre. Mon Dieu, le chat a créé un monstre. Et ça marche bien. On est en train de bouffer le temps. Et le sponsor, exactement. Même Samuel est même pas là à gueuler. Ouais, on va être en retard. Ah si, quand même. Et si tu parlais du sponsor, genre, Samuel ne se fait pas avoir par ces techniques faciles de hacking de cerveau. Je vois pas Marion faire ça. Marion, elle serait hypnotisée par la vidéo elle-même. Tu sais, une bibliothèque bien rangée, avec des livres dont les tranches seraient cohérents en couleur, détesterait pas Marion. Bon, il est temps, effectivement, je n'ai fait qu'augmenter le suspense et vous attendez tous maintenant, effectivement, notre sponsor, notre merveilleux sponsor, O2Switch. Je n'ai de cesse de le répéter, mais O2Switch n'est pas un parfum de joueur Nintendo, hein, contrairement. Ce qui serait, remarque, une bonne idée. Hein. Moi, O2Switch, je pense que votre cadeau de fin d'année, ça devrait être un parfum pour joueurs Nintendo. Voilà, O2Switch. Mais non, ce n'est pas ça. O2Switch, c'est... Alors, si vous... on me l'a fait remarquer, mais effectivement, si vous le prononcez à l'anglaise, c'est O2Switch, How to Switch. Malin, j'avais pas percuté. Mais on va le prononcer à la française. O2Switch est l'un des meilleurs hébergements français sur eux et l'un des meilleurs hébergements web sur le marché. Et justement, parce qu'il est français, la qualité française. Les data centers sont en France. Non, en vrai, là je me moque un peu, mais ça veut dire souveraineté de vos données. Ça reste en Europe, ça reste en France. C'est pas là aller se balader hein, sur des sites chinois ou américains. Hein. Là, je trigger tous les réacs du chat. O2Switch offre un service de qualité pour ceux d'entre vous qui veulent créer ou héberger leur site web. O2Switch propose un support client exceptionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre aux questions et aux problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous aurez le total contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique, performante et intuitive. O2Switch, c'est une offre unique, et on la voit ici. O2Switch est une offre unique, c'est tout compris et c'est illimité. Plus besoin de choisir entre les coûts, la puissance du CPU, la mémoire et le nombre de sites. Hein. Tout est clair et simple avec l'offre unique. O2Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Alors n'attendez plus, O2Switch c'est pour vous. Utilisez bien notre code promo N15 et bénéficier d'une réduction de moins 15% pour la première année. Offre valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Et en plus, il faut le savoir, O2Switch est satisfait ou remboursé si ça ne vous convient pas. Nous, en tout cas, ça nous permet de vous présenter le mug dans de bonnes conditions, de financer l'émission, hein, qui ne repose pas uniquement sur vos subs, sinon on serait mal. Le train de la hype n'ayant pas démarré aujourd'hui, hein, bravo, j'ai envie de dire bravo, je vérifie avant de m'énerver tout seul.
Le train de la hype n'a pas démarré aujourd'hui, j'ai la confirmation. Un jour sans train de la hype est toujours un jour un peu plus triste. Toujours, pour tout le monde. Pour tout le monde. Bon, j'arrête de vous emmerder avec ça. On passe à la tartine. Et la tartine, on va reparler d'intelligence artificielle. Mais vous inquiétez pas, ça va être divertissant quand même parce que je vais m'énerver. Sam Altman, le CEO d'OpenAI, ChatGPT, OpenAI, AI, OpenAI en anglais, oui, ChatGPT, appelle à une régulation de l'intelligence artificielle. Mais je vais le faire à la française. Le responsable d'OpenAI, l'organisation qui a développé ChatGPT, estime que les secteurs de l'intelligence artificielle doivent être régulés pour éviter les dérives. Et là, je regarde même pas, regardez, je fais un tour de magie, je ne regarde même pas le chat, mais j'en ai un qui est en train d'écrire. Jérôme, tu dis ChatGPT à l'anglaise et tu dis OpenAI à la française. Ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un l'a écrit? Non, et puis alors, je suis allé trop vite. Je suis sûr que quelqu'un était en train de l'écrire, mais qu'il n'a pas osé le poster du coup. C'est pas notre genre. Pas du tout. Et tu dis le sponsor à l'art des shows choisi. Voilà. Trop vite, wesh. Ouais, j'aurais dû vous prendre un parti après. T'es mauvaise langue, Tactic Toad. Tactic Toad, c'est mon némésis ce matin. Depuis l'ouverture du public de ChatGPT, le monde des nouvelles technologies semble omnubilé par l'intelligence artificielle et les modèles génératifs. Du côté de Wall Street, les entreprises annonçant des nouveaux outils basés sur l'IA voient leur cours exploser en quelques jours. Le constat est clair. L'intelligence artificielle va progressivement s'inscrire dans notre quotidien. Une transition comme celle-ci est généralement positive et peut se produire assez rapidement, explique Sam Altman, donc le CEO, qui explique que la société a besoin de temps pour s'adapter à quelque chose d'aussi grand. Alors, tu es en train de nous dire que ça va se produire rapidement et tu dis mais on a besoin de temps. Bref, la technologie doit notamment être impartiale et objective pour servir le bien commun. Par ailleurs, l'aspect profondément humain des agents conversationnels semble problématique. Certaines personnes sortent déstabilisées d'une conversation avec un chatbot, même s'ils ne savent pas ce qu'il se passe réellement. Le fameux problème d'anthropomorphisme. Ce ressenti doit être progressivement gommé pour séduire le grand public et éviter que les nouveaux outils soient perçus comme effrayants. Dans son message, Altman évoque le besoin de régulation du secteur pour éviter que l'intelligence artificielle ne devienne une technologie plus nocive que bénéfique. La réglementation sera essentielle et prendra du temps à être définie. Bien que les outils d'IA de la génération actuelle ne soient pas effrayants, ça se discute, je pense que nous sommes potentiellement pas loin de ceux qui pourraient l'être, assure le PDG d'OpenAI. Donc, le Sony est tombé en panne. Ok, je change de caméra. Bon, finalement, ma théorie du Sony qui marche mieux est fausse. Je le laisse refroidir, on le remettra tout à l'heure. Donc, en gros, tu es en train de nous dire... excusez-moi, je m'étire. Je termine. En Europe et aux États-Unis, les législateurs se penchent depuis quelques semaines sur la question des nouvelles lois et un cadre réglementaire ne devrait plus tarder à être discuté avec les pays occidentaux. Comme le montre ChatGPT, les solutions d'IA peuvent offrir de grandes opportunités aux entreprises et aux citoyens, mais peuvent aussi présenter des risques. C'est pour ça que nous avons besoin d'un cadre réglementaire solide pour garantir une IA digne de confiance basée sur des données de haute qualité, assurait le commissaire européen Thierry Breton au début du mois. Sam, tu t'appelles Sam, c'est ça? Sam,
Je me permets de t'appeler Sam. Tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule, là? T'ouvres la boîte de Pandore. Et après, tu dis, hé les gars, c'est dangereux, en fait. Appelez les pompiers, là. Tu pouvais pas le faire avant d'ouvrir la boîte, de dire, hé, attendez, là, je vais sortir un truc, potentiellement, et tu sais très bien ce qu'il y a dedans, tu connaissais très bien le potentiel de danger. Je veux dire, pourquoi enfin, je sais pas. Prenons une analogie osée et culottée. L'énergie nucléaire. La bombe atomique, l'atome. Hein? Marie Curie, au début, quand elle a trouvé la radiation, machin et tout, là. Je suis nul, là, en histoire des sciences. Elle savait pas, au début, la dangerosité du truc. Elle a vite compris, quand même. On a vite compris tout de suite après Marie Curie, et même elle, si je me trompe, a bien vu la dangerosité du truc assez vite. Ok ? Donc, vous le savez, au début, on a même fait des médicaments et des boissons au radium. On pensait que c'était vachement bien pour la santé. Et en fait, non. On a trouvé que c'était super dangereux. Donc là, on ne peut pas faire un procès à Marie Curie en disant elle savait les dangers des radiations. Elle les a trouvés, finalement. Et on les a trouvés. Okay, je continue mon analogie. Derrière, c'est pas pour ça qu'on a arrêté de travailler dessus. Mais on a travaillé dessus en disant, oh, les gars, faut faire gaffe hein, quand même. Parce que c'est à double tranchant. C'est puissant le machin, mais ça peut être dévastateur. Bon, de là, on en a fait une bombe, ok, mais on en a fait aussi l'énergie nucléaire. On va me dire, l'énergie nucléaire, prête à débat, c'est pas ce débat-là que je veux dire. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a un moment, quand on a vu la dangerosité des choses, on a gardé ça dans un laboratoire, avec des gens qui, a priori, savent ce qu'ils font, pour bosser dessus. On l'a pas laissé dans la nature. On n'a pas laissé les gens continuer à boire du radium parce que ça soulageait les maux de tête. Et ce genre de choses. Alors, je sais que mon analogie a des limites. Le radium, dangereux pour la santé physique. Mais on voit bien, moi je vais vous parler de la dangerosité, et je vous en prépare depuis pas mal de temps. Pour moi, c'est une bombe thermonucléaire au niveau de l'emploi, ce truc. Et je n'ai rien. Je sais que chaque nouvelle technologie crée des emplois et en détruit. Et c'est normal, ainsi va le progrès, ainsi va le monde. C'est pas le débat aujourd'hui. C'est un débat intéressant des limites du progrès par rapport au progrès social, etc. Bref, c'est une évidence. Je veux dire, on consomme de moins en moins de charbon. Bah, c'est normal que le métier de mineur disparaisse dans certains pays du monde. Voilà. C'est des phénomènes normaux. Mais quand je dis que ces intelligences artificielles vont être une bombe thermonucléaire au niveau de l'emploi des cols blancs, c'est que ça va se passer extrêmement vite. Et lui-même le dit. Il lui dit ça va se passer très vite et pourtant on a besoin de temps. Est-ce que ça aurait été pas bon de faire des bêtas fermées Alors, certains me disent oui, mais il faut une bêta ouverte pour trouver tous les défauts du truc. Ouais, mais comme on l'a dit dans le premier article, on est en train de faire peur aux gens. Franchement, cette intelligence artificielle, le grand public est pris au dépourvu. On est pris au dépourvu. Et je pense que le marché de l'emploi va être pris au dépourvu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des patrons qui sont déjà, et je l'ai déjà entendu, en train de dire, mais attends, ce truc-là, les 10 gars là, que j'emploie pour me faire des présentations PowerPoint pour vendre mon produit, en fait, toutes les présentations, je peux les faire moi-même en 10 fois moins de temps, quoi. Ben oui. Ben oui, parce que les présentations n'étaient que du remplissage, en vrai. Voilà.
Oui, alors, ok. On n'a jamais autant consommé de charbon, mais les particuliers n'ont jamais. Ce que je veux dire, ouais, bon, ok. Ok, mon analogie était mauvaise. Donc, je vais le faire. Mais je veux dire, on n'a plus de charbon dans les rues, dans nos foyers. Voilà. Euh, Je repose ma question, et pourquoi tu disais que tu allais t'énerver? Tu disais. En fait, ce qui m'énerve, c'est l'attitude de ce mec, Sam Altman. Parce que c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore avec ChatGPT. Tous ceux qui travaillaient sur l'intelligence artificielle savaient de quoi était capable l'intelligence artificielle. C'est, Ça fait 10 ans qu'il y a des mecs, même plus, qui travaillent là-dessus. Et tu vois, là, je reviens, et là, je suis d'accord avec toi. Là, c'est des trucs à pas mettre entre toutes les mains. Et lui, pour, en gros, accélérer la course sur l'IA, qui va être une course industrielle mercantile, il a balancé son truc avant tout le monde, avant que ça soit prêt. C'est ça. Et derrière, il dit, hé, les gars, en fait, wow, 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 wow. Ok, j'ai lâché le chien, je le contrôle plus, mais il faudrait que vous mettiez des barrières, hein, parce que je sais pas de quoi il est capable. C'est cette attitude-là, en fait. Cette attitude irresponsable de la Silicon Valley qui m'énerve de plus en plus, qui avait un certain charme au début, hein, le move fast, break things, mais qui est aujourd'hui un peu je move fast et les États là, les impôts des gens, démerdez-vous à réglementer tout ça, à fiscaliser tout ça. Nous, c'est pas notre problème. Nous, on innove, monsieur. Nous, on innove. Hein. Arrêtez de nous freiner. Quoi? Comment ça, ça consomme trop d'énergie? Mais c'est de la logistique, ça. Qu'est-ce que vous venez me faire chier? C'est complètement génial, ce truc. En fait, quand je vous dis oui, ça avait un vrai charme au début. Le charme de l'innovation et de l'insouciance de la Silicon Valley. On n'en est plus là. Aujourd'hui, on est dans le caca de la Silicon Valley. On ramasse des marées noires. Merde. On ramasse des marées. Il faut que j'arrête de bricoler ce machin là pendant que je vous parle. On est dans des marées noires de conséquences de l'inconséquence des gens de la Silicon Valley. Il y a peut-être des leçons à retenir, quoi. Ça commence, et pourtant, hein, on s'appelle Nowtech, j'aime la tech. Hein. Nowtech, j'aime la tech. C'est un bon slogan, ça. C'est pas qu'un problème de capitalisme, c'est un problème d'insouciance et de non-responsabilité. On a déresponsabilisé ces gens-là. Hein, ils peuvent faire des plateformes où dès qu'il y a un problème, ils peuvent dire wow, 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 c'est pas moi, Chabit, c'est l'utilisateur. Moi, j'ai fait qu'une plateforme informatique qui héberge des vidéos. C'est pas moi qui ai filmé un pendu dans une forêt au Japon. Chabit. Voilà. On leur a trop. On les a déresponsabilisés. Et ça, c'est un problème. Et là, honnêtement, je trouve que le move d'avoir sorti ChatGPT un peu à l'arrache sans avoir tout testé est vraiment un move inconséquent. On aurait pu attendre 2-3 ans de plus de vérifier un certain nombre de choses. Pour moi, alors oui, je comprends ce que vous dites quand vous dites c'est une des conséquences du capitalisme. Oui, mais justement, pour moi, c'est une conséquence du capitalisme sur une théorie ultra-libérale. En fait, là, je suis pas assez économiste pour employer les bons termes. Tu peux aussi aimer l'économie de marché, qui est un mot moins sale que capitalisme. Donc, je vais parler d'économie de marché. Tu peux trouver que l'économie de marché est bien parce qu'elle a des valeurs de liberté, mais quand même respecter les réglementations et vouloir quand même contrôler un minimum par des réglementations, un minimum. Contrôler correctement l'économie par un libéralisme contrôlé et pas un libéralisme forcené. Voilà. Ah, tout le monde y va de ses connaissances sur le capitalisme. Je dirais plus libéralisme sauvage que capitalisme sauvage.
Moi, je suis plutôt quelqu'un de libéral parce que je crois fondamentalement à la liberté de commercer, de faire le business que je veux, etc. Pour moi, il y a des notions euh, de liberté très importantes pour moi dans un libéralisme économique. Mais je suis farouchement contre le libéralisme sans réserve et sans règles. Parce que c'est hyper dangereux, quoi. Oui, c'est pour ça que je préfère parler d'économie de marché de capitalisme. Et le capitalisme, c'est comme le mot profit. C'est tellement teinté négativement dans le discours français que c'est des mots qu'il faut absolument pas utiliser, quoi. Gain, profit, capitalisme, ouah, ça te teinte tout de suite, quoi. Tu peux pas être pour. Aujourd'hui, dire je suis pour le capitalisme. Personne n'est pour le capitalisme en France parce que le mot est connoté tellement négativement, quoi. Oui, oui, on est quand même en sortie de l'article. Moi, je voulais juste vous dire, je suis furieux. Je suis furieux comme ça, Landman, parce que ça m'énerve. Quelqu'un qui ouvre une boîte de Pandore et qui dit hé les gars, la tarentule est dans la pièce, il faudrait peut-être fermer la porte. C'est ça. Je résume à son attitude comme ça. Et je pense que je vais faire un TikTok sur l'article. Je vais garder l'image de la tarentule dans la pièce, quoi. Tu savais qu'il y avait une tarentule dans la boîte. Pourquoi t'as ouvert la boîte? On pouvait pas déjà regarder la tarentule, voir si elle était dangereuse, peut-être lui enlever les crochets à venin, habituer les gens qu'ils allaient bosser avec une tarentule sur leur épaule, hein? Voilà. Donc, ouais, c'est ça qui me rend un peu furax. Je sais pas si vous fait un mème avec la tarentule. Il s'est échappé dans le film Maman, j'ai raté l'avion, ouais. Conclusion, il faut des boîtes avec une vitre si on veut voir s'il n'y a pas de tarentule dedans. Exactement. La tarentule de Schrödinger. La tarentule quantique. Chat GPT, je suis contre, c'est une cochonnerie. Là encore, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, hein, c'est tout le fond du problème. Je ne suis pas contre ces intelligences artificielles et je les utilise et ça me fait faire des progrès énormes dans mon boulot actuellement. C'est énorme. Mais c'est pas pour ça que je vois pas le côté dangereux. Je l'ai même dit dans mon premier tweet sur les intelligences artificielles, vous pouvez aller vérifier. Jamais l'humanité n'aura connu un couteau aussi tranchant que ce couteau à double tranchant. Ma formule était mieux. Mais en gros, comme toute technologie, c'est un couteau à double tranchant, mais rarement il a été aussi tranchant. J'ai- Les gens qui suivent à peine l'émission doivent être là, mais pourquoi ils nous parlent de tarentules avec des couteaux, des tranchants, des boîtes, de la truc quantique? Mais ce mec, mais qu'est-ce qu'il a pris au petit-déj? Bonjour, j'avais doivent garder Guillaume dans l'entreprise. Mais oui, Flonflon, pour les 1%. Tu le sais bien. Mais je demande pas à ChatGPT de travailler à ma place. Là encore, vous êtes dans les fantasmes. Ces IA vont pas faire le boulot à notre place, ils vont juste nous aider à le faire plus vite. Et c'est ça qui va faire perdre de l'emploi. C'est pas qu'ils vont nous remplacer, c'est qu'à la place de 10 personnes pour faire un boulot de remplissage, chez l'école blanc, il faudra une seule personne. Mais et ce mec-là, c'est celui qui saura utiliser ChatGPT ou autre IA. Mais ça va pas faire le boulot à notre place, ça va juste nous permettre de le faire beaucoup plus vite, au même titre qu'un tracteur permet de labourer un champ plus vite que d'y aller juste avec une binette. Alors, je récapitule. Tarentule, binette, boîte de Pandore. Le sujet est épinglé en haut du chat si vous êtes perdu, si vous savez plus où on en est.
Ouais, mais alors, je suis d'accord que finalement, ces IA, tiens, on va remettre, en parlant de technologie qui marche, on va redémarrer les caméras principales. Yes, yes, yes. Ça va, tu t'es rafraîchi, c'est bon, yes. Et je terminerai là-dessus. Les IA, ChatGPT et tout ça ne sont pas plus dangereuses que n'importe quelle techno. Elles sont dangereuses et aussi pas dangereuses comme n'importe quelle technologie qui arrive. Il va juste falloir apprendre à les utiliser correctement et les réglementer. Là où elle est dangereuse, c'est la vitesse à laquelle on s'en empare et qu'elle rentre dans notre société. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui, Sam, qui dit une transition comme celle-ci peut être généralement positive, on peut dire aussi généralement négative, les deux sont possibles, et peut se produire assez rapidement. C'est lui qui le dit. Bref. J'aime pas quand on dit du mal des binettes. Elles n'ont rien fait de mal. Ouais, mais bon, labourer à la binette un champ. C'est une binette, les petits machins, là. Je suis nul en jardinage. C'est bien une binette. Bon, sur ce, il est 9h36. Je vais devoir vous quitter hein, sur cette merveilleuse binette. Pourquoi on n'appellera pas l'émission la binette au lieu de... Nous, on creuse. Voilà, on creuse l'actualité avec la binette. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me laisse entraîner par le chat là. Vous avez envie de m'amener sur des débats, mais vous êtes un contenu TikTok qui va me faire saigner le nez. Je creuse l'heure, ouais, surtout. On va faire un petit raid, bien évidemment. Est-ce que j'ai des choses à vous annoncer? Non, pas spécifiquement. Le jeudi contributeur, c'est demain. Demain, vous retrouverez Guillaume dans le mug. Moi, je reviens vendredi. Et c'est tout. On va faire un petit raid, effectivement, ce matin. Et nous allons faire un petit raid, un petit raid, un petit raid. Tiens, chez Frandroid. Frandroid, allez. Bah justement, on a parlé de leurs articles ce matin. Allez leur dire tout le bien que vous pensez d'eux. Hein je vois un vélo là dans la vignette, donc je sais pas, ils sont peut-être en train de parler de vélo. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Vous retrouverez Guillaume demain matin à 8h, comme d'habitude. Ah, attendez, je dois juste faire une manip parce qu'on a un problème de droits musicaux. Je vais pas mettre de générique de fin. Attendez, si, mais je vais couper le son du générique. Alors attendez, il va falloir que je sois rapide. Je vous mets le générique de fin, mais vous étonnez pas s'il n'y a pas de musique.